pour finir, principalement j'ai passé trop de temps sur les sections d'avant, et du coup je vais peut-être devoir écouter celle-ci. C'est ce que j'ai essayé de dessiner les contours dans les sections précédentes. Le cinéma d'animation a une histoire qui est très large, très globale et avec qui il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a des thématiques et il y a des questions qui sont très présentes et qui tournent autour du média et autour de la profession et autour des thèmes, des messages, des graphismes qui sont extrêmement importants et qui tournent autour de ce média. Le cinéma d'animation, ça existe depuis plus de 100 ans. C'est un art qui est jeune, mais relativement jeune. Il y a des arts plus jeunes comme le jeu vidéo ou tout le 8e art, les créations numériques. C'est des arts plus jeunes, donc le cinéma d'animation a quand même une longue histoire. Et moi, je voulais faire le tour de grandes questions qui animent cet art et cette industrie ensemble. C'est des évocations. S'il y a quelques-unes de ces questions qui vous intéressent, je pourrais faire des dossiers dédiés pour les approfondir. Donc n'hésitez pas à me le dire au fur et à mesure ou à la fin quand je ferai un petit échange avec vous. Mais voilà, ça va rester un peu généraliste et je m'en excuse, je l'avais prévenu en début d'émission, mais les grandes problématiques, what is cinema animation in 2023? Une des principales questions autour de cinéma d'animation, c'est ce que je citais avant, c'est est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est une industrie? C'est une question qui est très dure à répondre parce que les deux sont intrinsèquement liés. C'est un gros casse-tête, nous en tant qu'artistes et appréciateurs de cinéma d'animation, parce que c'est impossible de délier les deux. Parce qu'un film qui a un très gros budget ou un film qui a pas de budget, l'argent va très directement influencer sur ce qu'on raconte, comment on le raconte et la manière dont on le raconte. Et donc c'est une vraie difficulté, parce que comme on le voyait avant, un long métrage c'est une moyenne de 6 millions d'euros, donc c'est pas une somme que vous pouvez tirer de votre portefeuille. Donc ça veut dire que vous devez convaincre beaucoup de gens avec votre projet, votre technique pour pouvoir exprimer des choses à travers votre art. Donc oui, chacune des personnes qui va dans le milieu de l'animation, des artistes, vont devoir savoir où se placer là-dedans sur, malheureusement, la grille de quand est-ce que j'exprime des idées et quand est-ce que j'exprime un peu moins d'idées pour qu'on me paye suffisamment. C'est une question qui taraude le média depuis toujours et qui est un peu irrésolvable. Les seules solutions seraient d'avoir le revenu universel, j'imagine. Non, les seules vraies solutions, c'est réussir à réunir de l'argent de manière indépendante pour pouvoir faire ce qu'on veut, ce qui est impossible pour des formats de long métrage et de séries, mais qui est faisable. Voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir toujours ce combat entre l'animation indépendante, qui va surtout s'exprimer par des personnes seules dans du court métrage, et l'animation très générale, l'animation généraliste et grand public, qui va être dans des séries ou des longs métrages très grand public, très chers, mais avec forcément des propos et des traitements beaucoup plus consensuels à tous les niveaux. Donc voilà, ça c'est une grande question qui reviendra tout le temps. Forcément, avec ça, il y a la question aussi de le cinéma, une industrie qui est forcément capitaliste, qui crée beaucoup d'emplois, qui crée beaucoup de richesses et qui génère beaucoup d'argent. Donc il y a toujours l'influence de comment l'argent et les financements vont financer des films, qu'est-ce qui est des sujets porteurs, qu'est-ce qui est des sujets pas porteurs, qu'est-ce qui est des graphismes, qu'est-ce qui est des graphismes pas porteurs. On peut aussi actuellement dire qu'il y a beaucoup de projets qui existent, non pas par des volontés artistiques, mais par des volontés industrielles. On peut penser les suites, les adaptations, les exploitations de licences, aussi beaucoup d'animations didactiques ou d'animations de publicité qui sont créées que pour générer de l'argent, qui sont du travail de commande, et c'est difficile de dire si une publicité réalisée en 3D c'est de l'art ou si c'est une vidéo, et si c'est un travail technique. Donc il y aura toujours ce questionnement au centre de l'animation. En France, on a aussi la question de financement public versus financement privé, parce que on va dire aux États-Unis au Japon, on va avoir principalement de l'exploitation de licences, et c'est des studios et des entreprises qui donnent l'argent. En Europe, on a plus de financement public, des fonds européens, des fonds français, des fonds régionaux, qui permettent d'insuffler de l'argent l'argent qui est disponible pour créer des fichiers, mais ça crée beaucoup de polémiques, parce que pour avoir des financements et des bourses, il faut proposer des projets et des idées de projets à des institutions. Et du coup, il y a beaucoup de débats qui, en France, se sont caractérisés par le fait que le CNC a du coup séparé ses bourses par format,
parfois par sujet et par étape de création. Donc il faut avoir des financements pour le développement, le scénario, la production, la diffusion. Par exemple, sujet intéressant, il y a une bourse à la diversité qui est donnée par le CNC, qui est une bourse qui est là pour aider à développer la représentation d'une réalité actuelle, ce qui est à peu près le terme que donne le CNC pour dire on voudrait des films qui sont un peu moins faits par les mêmes personnes et qui montrent des choses différentes, mais qui doivent rester dans des critères très flous également, mais c'est quand même intéressant. Aussi, bon pour la technique, vous voyez aussi qu'il y a une domination de certaines techniques dans le médium. La 2D, ça c'est des chiffres pour la France, donnés par le CNC aussi, donnés par Écran Total. Et en gros, il y a quand même un problème en termes de diversité dans les techniques adoptées en animation, c'est que la 2D et la 3D sont extrêmement majoritaires, ce qui est explicable en partie par les habitudes de l'industrie, qui fait que la 2D est le média le plus vieux globalement, enfin en bataille avec la stop motion, et que la 3D est un marché récent, donc moins d'entreprises, moins de parts de marché, moins de technicité, moins de personnes formées, quoi, ce qui pourrait être une explication. Mais quand même, on sent qu'il y a un poids c'est un point intéressant parce qu'il y a aussi des techniques qui sont plus industrialisables, par le simple fait que la peinture animée ne puisse être animée par une seule personne, ou par le fait que quand vous faites de la stop motion, il n'y a qu'une seule scène avec un personnage qui peut être filmé en même temps. Globalement, hein, ça simplifie. Ça fait qu'il y a certaines choses, certains médiums qui sont plus industrialisables que d'autres, mais ça crée un peu une dangerosité d'avoir toujours la même manière de représenter les choses. Bon, évidemment, c'est très simplifié, hein, parce que 2D, 3D, la technique, mais il y a quand même cette influence-là. Sur cette histoire de technique, il y a aussi une vraie question qui est que, comme on reste dans des problématiques d'argent et qu'il y a des financements, ces techniques dominantes de la 2D et de la 3D, elles ont, même dans leur style à elles ont des sous-sections qui sont plus privilégiées et qui sont privilégiées par des facteurs financiers. On pourrait, voilà, genre simplement le photoréalisme, c'est quelque chose qui est très bien, qui est coûteux. Quand une entreprise met 10 millions pour faire un film, elle veut qu'il y ait un rendu comme ça, et un rendu comme ça, c'est imiter des médias préexistants. C'est genre, si je mets 10 millions, je veux que ce soit aussi beau qu'Avatar, de James Cameron. Et donc, ouais, par simple vertu du fait que ça, on dit que ça coûte cher, et ça, on dit que ça coûte pas cher, et bah, continuer à avoir un rapport un peu crado entre l'argent qu'on met et le rendu qu'on attend. J'ai mis cette image de Richard Williams parce que c'est un peu quelqu'un qui caractérise ça du fait qu'il ait fait des films qui étaient très coûteux au point qu'il n'a pas pu finir de les réaliser. Et que voilà, genre forcément le capitalisme crée une gradation entre ce film-là est beau parce qu'il a coûté cher, mais est-ce que c'est parce qu'il a coûté cher qu'on détermine qu'il est beau? C'est un rapport qui est un peu difficile, quoi. De l'animation tradie, très rough, animée, avec peu de dessins par seconde, sera vu comme quelque chose de très cheap et de pas cher, alors que ça ne l'est pas forcément en coût humain et de temps, alors que l'animation 3D avec des beaux rendus sera forcément caractérisée comme quelque chose de beau et de cher, donc sera vertu, donc sera bien vu par le fait que ce soit cher. Bref, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a aussi une menace actuellement qui a un gros débat, c'est que il y a des nouveaux... Comme l'industrie de l'animation est beaucoup dictée par les avancées technologiques et techniques, l'animation traditionnelle sur pellicule a été remplacée par l'animation digitale sur ordinateur, puis en partie remplacée par l'animation 3D, parce que les modèles 3D ça a été considéré comme étant la nouvelle norme et plus simple à manipuler, et puis même l'animation 2D digitale a été remplacée par l'animation semi-dessinée avec des modèles vectoriels, donc des modèles plus faciles. On va simplifier ça en disant que c'est quelque chose de plus simple à industrialiser, les poupées vectorielles en 2D. Et là, au tournant des années 2020, on a une grosse question qui apparaît, qui est que l'intelligence artificielle sont une nouvelle technologie qui pourrait permettre de couper en partie beaucoup de métiers de l'animation, et ça pose beaucoup de questions sur l'évolution de l'industrie, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont développé un certain savoir-faire qui vont disparaître, parce que d'un coup on détermine que ce n'est plus ce qu'il faut. On peut penser à tous les animateuristes de chez Disney qui, au début des années 2000, tous les gens qui dessinaient extrêmement bien
et faisaient des choses très intéressantes ont été mis à la porte parce que d'un coup la 3D c'est devenu la nouvelle norme. On peut penser à tous les coloristes qui peignaient sur du cellulo ou ce genre de métiers qui ont concrètement disparu, et donc c'est des savoir-faire qui disparaissent. L'IA pose actuellement cette question sur des questions de compositing et d'animation et du travail de concept art. En tant qu'artiste, c'est compliqué de vous dire je vais passer 20 ans à être le meilleur animateur 2D du monde si dans 20 ans l'animation 2D c'est 3 films sur 100. Donc ça pose un peu des questions sur la précarité dans notre métier. Une question aussi dont je voulais parler en lien, comme il y a des choses dans le métier qui sont considérées comme plus valorisées et moins valorisées, un des gros aspects du cinéma d'animation qui est très peu valorisé, et je suis moi-même tout à fait coupable de ça, c'est la partie sonore. De manière générale, comme on a un média qui a commencé muet dans les tout premiers films, et qui ensuite a été uniquement musical, puis ensuite il y a eu du travail d'actrice et du design sonore qui a été ajouté. C'est une partie du médium qui est très peu saluée. La partie voix, la partie musique, la partie sonore des films. Et on pourrait élargir ça au fait que le cinéma d'animation, un art qui mélange de l'art et de la vidéo, est quand même très très basé sur les images, la technicité, à quel point les choses sont jolies et appréciables visuellement, et moins, parfois beaucoup moins sur les histoires qu'elles racontent ou tout le travail sonore qui est fait derrière. Donc il y a beaucoup, comme c'est un métier industriel, il y a beaucoup de corps de métier qui sont très invisibilisés. Bon, pour simplifier, réalisation, réalisateur, la réalisation, la direction graphique et le travail d'animation sont les choses qui sont extrêmement mis en avant. Après, le travail de décor et de compositing vont être mis un petit peu derrière. Et puis après, il va y avoir beaucoup de métiers intermédiaires qui sont les métiers de la production, qui sont les métiers de l'étalonnage, du travail de l'image, du travail du design sonore qui sont hyper oubliés. On va revenir aussi toujours sur des questions de production, et on arrive presque à la fin de la production, je vous jure. Il y a un certain élitisme des formats. Je vous ai dit qu'il y avait un élitisme des techniques avec la 2D et les 3D qui sont vus comme les genres les plus valorisés, les autres techniques qui sont très oubliées. Il y a aussi un peu une valorisation désagréable en tant que professionnel, mais aussi très, très étrange dans les formats qui sont que globalement le long métrage est la chose la plus chère, la plus reconnue et la plus diffusée. Le long métrage est vu comme le format le plus noble en fait, parce que vous avez un ou deux autoristes derrière qui transmettent une idée forte et qui transmettent cette idée dans ce média parfait, hein. C'est comme ça que ça a été romantisé quoi. Les Oscars, les Césars, la Palme, c'est sur des longs métrages quoi, genre on est obligé de le reconnaître que c'est ce qui a le plus de visibilité. Et malheureusement, ça crée un ordre de valeur très, très désagréable qui, bon, dans le discours généraliste, le long métrage est vu comme la chose à atteindre si vous êtes en tant qu'artiste. La série est vue comme quelque chose de plus valorisé maintenant, mais qui est quand même vu comme quelque chose qui est là pour générer de l'argent et occuper les gens sur des formats longs, mais qui, du par sa longueur, est un truc très industriel, donc plus c'est industriel, moins c'est artistique, c'est un peu l'idée que j'essaie de dégager là-dessus. Et puis après, il y a le format du court-métrage est quelque chose qui est extrêmement peu valorisé, qui du coup se retrouve à être le format artistique par défaut, parce que moins cher, donc plus divers. Il y a moins d'argent, il y a moins de diffusion, il y a moins de visibilité, et même dans certains discours, c'est très, très moche d'entendre ça, mais le court-métrage est vu comme une étape pour accéder à des formats plus intéressants. Genre, faites vos petits exercices en court-métrage, quand vous aurez un petit peu de bouteille, vous pourrez faire de la série, et si vous êtes hyper reconnu en série, peut-être qu'à un moment où on vous laissera accéder au Saint Graal du long-métrage. C'est un peu comme ça que c'est réparti, malheureusement. Dans la pratique, ça allait un peu moins, mais le discours général sur les formats est un peu comme ça. Oui, et effectivement, comme tu le dis, dans la façon dont c'est produit, le court-métrage n'est pas censé rapporter d'argent, parce qu'il est racheté direct, et l'intéressement est est différent. Ouais, en fait, de manière générale, le long métrage doit se justifier dans ses ventes en salle, tandis que la série et le court métrage sont généralement... le court métrage est vendu avant d'être produit, et va générer peu d'argent après, et la série est vendue pour sa diffusion aussi. C'est pour ça que vous allez entendre parler du box-office et de nombre d'entrées en salle, de l'argent vendu par les passes par le long métrage, et beaucoup moins des fréquences d'audience sur les séries. Pour finir sur la question de production, il y a aussi eu des gros changements récemment. Quand je dis récemment, c'est 20, 10 et 5 dernières années. En termes de production, les deux bonnes nouvelles que j'ai à vous donner en tant qu'artiste, c'est qu'il y a une nouvelle diversité des médias qui permet des nouvelles choses.
simplement parce que, comme je vous l'ai dit, pour simplifier, le nerf de la guerre en animation, c'est vendre des séries. Les séries, on les vend à des chaînes de télé, et depuis 10 ans, on a quelque chose qui s'appelle les plateformes de VOD, donc de vidéos à la demande, qui existent sous la forme de Netflix, le plus connu, mais en France, on a aussi OCS, la chaîne de Orange. On a Amazon Prime, Disney+, Apple TV. Ces nouvelles plateformes, elles ont besoin de se démarquer d'une manière ou d'une autre des anciennes plateformes de télévision, mais aussi des autres plateformes de VOD. Et donc elles vont être plus enclines à mettre de l'argent dans des nouveaux programmes pour attirer des gens, alors que les plateformes de télévision qui sont déjà en place sont structurellement, plus t'es vieux, plus t'es conservateur, hein, pour simplifier. Donc ouais, c'est des chaînes qui, notamment Netflix, a mis beaucoup d'argent dans l'animation à ses débuts. C'est quelque chose qui est moins vrai maintenant. Netflix avec BoJack Horseman, avec Queer Force, avec Super Drags, a une approche de financement de séries avec des propos moins traditionnels et conservateurs, et ça fait du bien. Tout de même, à la fois pour apporter des séries étrangères qui n'étaient pas disponibles sur certains territoires, mais aussi pour remettre un peu d'argent. C'est un peu moins vrai maintenant, mais Netflix a financé Love, Death and Robot, qui est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais qui est le symbole de on a de la thune pour mettre des nouvelles séries jeunesse, et ça, des nouvelles séries adultes avec des nouveaux sujets, ou récemment Star Wars Vision aussi permet de faire vivre des studios. Donc voilà, les plateformes de VOD permettent à la fois des nouvelles plateformes de diffusion, mais aussi de faire émerger des nouveaux formats. Et plus récemment, moins récent qu'en fait les plateformes de VOD, c'est la place qu'a pris l'internet dans les plateformes de diffusion. Alors c'est un truc qu'on a observé beaucoup sur le jeu indépendant, mais aussi dans la BD, avec la naissance et la diffusion des blogs BD et des pages de BD et d'illustration sur les réseaux sociaux. En animation, l'internet a permis de faire beaucoup de choses. Ça a été une plateforme de diffusion gratuite, Vimeo, Dailymotion, YouTube. Moi j'ai fait des films sans argent, je les ai mis sur des plateformes de diffusion. Théoriquement, n'importe qui dans le monde peut y accéder. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout avoir avant, parce que les films étaient sur pellicule, puis sur des formats digitaux qui ne peuvent circuler que en festival. Et c'est vraiment à partir des années 2000-2005 qu'on a pu avoir de l'animation indépendante, produite de manière indépendante sur Internet. Même chose, ce cadre-là, ça permet de donner des nouvelles voix, faire des nouveaux formats. Bon, il y a des séries giga problématiques et hyper nulles sur Internet, mais au moins ça a permis en partie de casser l'élitisme de la télévision et du cinéma, d'avoir ce genre de plateforme. Et chose heureuse, depuis quelques années, il existe des plateformes de mécénat et de financement indépendant, donc Kickstarter, Patreon, Ko-fi, qui permettent à des artistes de proposer des projets à financer ou de financer une pratique artistique. Les deux trucs qu'on peut séparer, c'est soit vous financez un projet comme Kickstarter, je veux sortir ce film, je veux sortir ce livre, je veux le fabriquer ou le sortir, donnez-moi de l'argent. Ou j'en avais parlé avec Vyoun quand j'avais fait son portrait. Vyoun, c'est une artiste qui gagne de l'argent grâce à Patreon, qui à chaque fois qu'elle sort un épisode, un nouveau court-métrage, touche de l'argent de la part de mécènes sur Internet. Et donc ça donne une voie économique possible sur Internet, quoi. Il y a quelques longs métrages d'animation qui sont sortis uniquement sur Internet et sur YouTube, et qui ont été financés par des internautes, donc c'est quand même une vraie belle chose. C'est trop cool que ça existe, ça a ses propres problématiques, mais moi j'ai un avis très positif dessus. Bon, quand même, il y a beaucoup de projets, comme on en parlait en tout début d'émission sur le projet de NFT Kev Adams, il y a aussi des arnaques dans les projets de financement participatif, mais c'est une nouvelle industrie. Bon, seconde section, la reconnaissance artistique. Artistiquement, le gros problème du cinéma d'animation, donc ça c'est la deuxième section, hein. Si vous n'avez pas vu, on a changé de section, c'est la reconnaissance artistique. Maintenant qu'on a quitté la partie industrie, on est à la question art. Le cinéma d'animation, c'est un cinéma qui a beaucoup de mal avec... Enfin, moi je trouve, c'est un cinéma qui a beaucoup d'art avec son identité, du fait qu'il soit très fixé à la jeunesse, et qu'il a toujours été catégorisé comme les autres parties. Vous l'avez vu dans les mesures du CNC, vous avez fiction, documentaire et cinéma d'animation. Et dans les festivals, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, où il y a une catégorie spécifique de l'animation, parce que, dans l'esprit collectif, si c'est de l'animation, c'est pour les enfants. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de
de mal à notre domaine, parce que ça veut dire que, comme on s'attend que l'animation se soit pour l'enfant, on va pas donner des budgets pour faire d'autres types de films, et ça c'est très dommage. Et bon, ça c'est caractérisé aussi dans la profession sur des sujets inabordés, des artistes qui se sentent limités dans leur création, aussi genre une minorisation de tout un pan de la création artistique. Il y a aussi, je vous le disais, c'est un média qui a environ 120 ans, l'animation, il y a aussi commencé à avoir une certaine muséification, ou sacralisation, comme vous voulez. La bonne vieille animation, c'est comme ça. On a commencé à avoir des musées, des expositions, des galeries d'art qui projettent du cinéma d'animation en tant que produit artistique. Ça, c'est quelque chose de positif pour la reconnaissance publique, mais ça veut aussi dire que quand on fait ça, on décide qu'est-ce qui est l'histoire et qu'est-ce qui n'est pas l'histoire de notre média, en disant ce film est influent, ce film n'est pas influent, et ça va avoir tendance à limiter en fait ce genre de choses. C'est quelque chose qui est un peu inévitable. En fait, c'est très critiqué, puisqu'on peut regretter que les projets qui sont financés ont une reconnaissance publique, vont dans les musées, deviennent de l'art, et du coup, toutes les personnes qui doivent se positionner par rapport à Disney, par rapport à Kirikou. Si vous faites de la stop motion, vous serez toujours comparé au cinéma de Tim Burton. Si vous faites de la 2D, vous serez toujours comparé à Disney. Si vous faites de la 3D, vous serez toujours comparé à Pixar. Et genre, c'est forcé, quoi. Du coup, ouais, il y a une question actuellement sur comment on raconte l'histoire de l'animation, et est-ce qu'il faut faire attention de se rappeler comme du positif et du négatif. Je vous parlais de la starification et de la réécriture de l'histoire de Walt Disney, ça participe tout à fait à ça. Oui, bon, ça je l'ai déjà abordé. Euh, L'animation est très, très dirigée à des enfants. Elle doit être aussi, pour simplifier, être colorée, amusante et comique et légère, parce qu'elle est destinée à des enfants, parce qu'on estime que c'est ça que le public enfant existe. C'est très dommage, quoi. Des fois, des réalisateuristes qui viennent du cinéma live vont vers l'animation et ont l'impression de révolutionner les choses parce qu'ils racontent une histoire adulte en animation. Bon voilà, c'est un peu une idée préconçue qui pourrit un peu notre médium. Et la contrepartie d'être très infantilisé, c'est qu'on a eu en retour une approche très revendicatrice, satirique et caricaturalement adulte de films qui ont été produits. On parlait de Ralph Bakshi tout à l'heure, je vous parlais des Simpsons, je vous parlais on pourrait parler en France de Last Man et des Cassos. C'est des programmes et des films d'animation qui sont définitivement destinés à un public adulte, mais qui sont hyper critiquables puisque leurs propos sont centrés sur des questions qu'on pourrait dire, qui par beaucoup de gens, dont moi, sont qualifiés de très puériles, quoi, en disant que l'animation pour adultes et mature, entre guillemets, a été malheureusement très simplifiée à une technique très virtuose, de la 3D hyper forte, de la 2D hyper béton, des propos qui doivent être forcément hyper dans un truc très outrancier de performance, hein, parce que c'est du cinéma adulte, donc quoi, dans le cinéma enfant on nous permet pas de montrer du sang, on peut pas avoir des gens qui se battent, on peut pas avoir des flingues, et on peut pas avoir des scènes un peu olé olé. Dès qu'il y a des films adultes qui arrivent, et bon, je trouve que Love, Death and Robot et Last Man sont des programmes qui sont vraiment très emblématiques de ça. C'est on va en mettre des caisses sur de la nudité, mais ce sera toujours de la nudité hyper sexualisée, de la violence, mais c'est toujours de la violence hyper... on montre la violence comme quelque chose de cool, de jouissif, montré de manière presque voyeuriste. Et ça fait aussi beaucoup de dégâts à notre image, quoi, parce que quand vous voulez dire je veux faire l'animation adulte et qu'on vous dit l'autre jour j'ai vu les Cassos sur Canal et il y a des blagues, avec des blagues zoophiles, tu fais ouais, j'aimerais bien faire de l'animation pour adultes et parler plutôt de problématiques de société ou des portraits de gens. C'est quelque chose que j'ai pas abordé, que j'ai oublié d'apporter quand je parlais de Valsa avec Bachir. Le documentaire a pris plus de place dans l'animation, et le documentaire c'est une bonne approche, je trouve, pour l'animation, qui de facto, comme en animation on crée des images, ça se porte très bien au documentaire, parce que des fois il y a des choses qu'on n'a pas pu capter en vidéo, et que recréer avec des personnes en prise de vue réelle serait impossible, et l'animation va très très bien là-dedans, quoi. Donc c'est un format qu'on voit beaucoup plus. Du coup, si l'animation adulte devait aller quelque part, en ce moment elle se dirige plus là-dessus, sur des portraits, du documentaire, de la fiction didactique et historique. Et forcément, nous arrivons dans la partie
politique et social. Ce qui est très rarement reconnu à l'animation, c'est que c'est un média qui est extrêmement politique. Bon, dès ses débuts, les courts-métrages et les longs-métrages de propagande, c'est quelque chose qui date du tout début de l'animation, mais pendant un long moment, on a voulu casser cette image pour laisser juste transplaner une image très lisse de l'animation pour pouvoir le vendre à un public jeunesse. L'animation est politique, a toujours été politique, sera toujours politique. Là, je vous ai mis un exemple de We the People, une série sur le fonctionnement du gouvernement américain financé par Michelle et Barack Obama. Donc, c'est aussi politique que ça le peut l'être quand c'est financé par des anciens présidents et premières dames américaines. On peut et on doit transmettre des idées politiques à travers le cinéma et le cinéma d'animation, et que justement parce que c'est un cinéma qui est parfois plus accessible par son graphisme et sa possibilité de représenter des choses sans avoir un budget gigantesque, ou de pouvoir représenter des choses de manière poétique, figurée, imaginative, genre de pouvoir utiliser toute la puissance de ce que l'image et le son a à nous proposer. Voilà quoi, il faut que les sujets, mais aussi la profession, se politisent beaucoup. C'est ce qu'elle est en train de faire actuellement, mais on commence à avoir de plus en plus de reconnaissance là-dessus. Hop, dans l'ordre. Sur les questions politiques aussi, on a des très gros sujets qui ont toujours été là, des très gros sujets qui sont la question de l'inclusivité et de la parité dans le cinéma d'animation. J'en ai parlé souvent ici, c'est la question de représentation, c'est la question de l'inclusivité. Il y a un gros problème dans l'ensemble du cinéma mondial, de la diversité, quoi. On a toujours les mêmes profils qui parlent les mêmes histoires, de la même manière. Ça se voit à tous les niveaux. Et les débats autour de ce sujet sont devenus plus importants ces dernières années, ou en tout cas ont eu plus de visibilité, même s'il y a eu des artistes de tout genre, de toute origine et de toute orientation dans l'animation. Leur place a été beaucoup invisibilisée, et c'est quelque chose qui maintenant est très acté et qui commence à être très présente dans les discussions dans le métier, mais aussi en tant que sujet dans les œuvres d'art. Ouais, le secteur a un énorme problème. Il a aussi un énorme problème à le reconnaître, tout simplement. Là, depuis une dizaine d'années, c'est impossible d'avoir un festival sans qu'il y ait des conférences et des prises de parole et des textes et critiques des films avec ce nouveau regard inclusif qui est en cours, et avec la pensée actuelle politique de la diversité qui vient dedans et honnêtement fait beaucoup de bien aux médias, quoi. C'est malheureusement un débat parce qu'il y a une réticence du milieu qui est conservateur, qui ne veut pas entendre parler de ce genre de questions, qui a l'impression que c'est de la censure de demander plus de représentation et de diversité dans les équipes créatives et à l'image. Mais voilà, c'est un sujet qui est là et qui est parti pour rester pendant très longtemps. Et donc, moi j'ai dit que j'en parlerai, je continuerai à en parler. Donc voilà, le milieu est pas inclusif, et il faudrait qu'il soit plus inclusif. Bon, sur la question de la diversité genrée, c'est ce que j'ai mis ici sur cette image. Il y a une question aussi de classisme, donc de discrimination par l'argent et par les revenus, parce que, à deux niveaux en fait, parce que qu'il y a un domaine qui demande une maîtrise technique, les études sont nécessaires et demandées par les studios, et ces études sont pour la majorité très coûteuses. On parle de dizaines de milliers d'euros de frais de scolarité. Donc forcément, ça veut dire que l'industrie est moins accessible pour des personnes qui auraient des revenus moins importants. Et de l'autre côté de la barrière, une fois que vous avez fini vos études, il y a la question des revenus, parce que même une fois que vous êtes dans l'industrie, tous les postes ne sont pas payés pareil, et notamment il y a des catégories qui sont très importantes dans la rémunération, dans les rémunérations minimales sur les postes, puisque vous devez attendre d'être plus junior, donc vos 2 premières années dans l'industrie, puis vous devenez confirmé, éventuellement vous devenir chef. Il y a vraiment une catégorie qui est ancrée légalement sur le fait qu'on doit vous payer une certaine somme selon votre statut, quoi, qui sont des choses... c'est un milieu où les questions d'argent sont importantes, parce que y a une sélection des voix qui sont amenées à s'exprimer par l'argent. Aussi dans les personnes qui peuvent accéder à des postes de décisionnaires. Donc ces débats-là font beaucoup question. Un autre axe qui est important pour la diversité, c'est les questions décolonialistes. Si vous ne savez pas ce qu'est le décolonialisme, c'est un mouvement politique actuel qui remet en question le regard et l'influence de
tous les pays riches qui ont eu des empires coloniaux, sur les pays qui ont été des anciennes colonies ou qui ont vécu des exploitations par des pays plus riches. Globalement, en termes d'histoire, c'est les pays de l'hémisphère nord qui exploitent les pays de l'hémisphère sud, tout simplement. En France, on est tout à fait coupable de ça parce que nous avions un empire colonial. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui dépassent évidemment le milieu du cinéma d'animation, mais qui sur comment on représente certaines catégories sociales, qui a le droit de parler de certaines choses, donc des questions d'appropriation culturelle. C'est quelque chose, dans l'animation, ça a été très centré sur la question de Disney qui a concrètement pillé les folklores européens, asiatiques, américains, pour en faire des œuvres, qui les a ensuite copyrightées, et qui a généré de l'argent sur des comptes populaires qui étaient des comptes gratuits et accessibles, sans payer de l'argent à qui que ce soit. Et la question de ces mouvements décoloniaux, elle est importante, puisque les personnes qui accèdent aux postes de pouvoir et décisionnaires sont toujours les mêmes, et donc c'est pas sans surprise qu'il y a peu de personnes noires, arabes et asiatiques qui accèdent à des postes de réalisatrices, et donc ces questions elles continueront à se faire. En France, un des exemples qui est très central, c'est la question du travail de Michel Oslo, qui s'est beaucoup intéressé, qui a beaucoup représenté les cultures africaines et arabes, mais qui a laissé une place assez faible aux artistes dans son équipe pour exprimer ce genre d'idées, et qui, on pourrait le dire très concrètement, dans des films comme Didi à Paris, montre une image colonialiste de certaines personnes, mais aussi de l'histoire. Donc ces mouvements-là n'ont pas encore une grande écoute, mais sont en cours et en place. Et finalement, de manière historique, il y a un questionnement globalisé sur un effacement de l'histoire. C'est en lien avec les musées dont je vous parlais plus tôt, de la manière dont sont écrits les biographies d'artistes, les œuvres qui sont conservées, les œuvres qui sont récompensées. Et bien il y a toute une partie de la création qui est oubliée, ou qui se perd, ou qui est détruite. Donc ça veut dire qu'il y a un effacement culturel, et comme d'habitude, les victimes de cet effacement sont des personnes minorisées, quoi. C'est toujours le même profil, c'est les femmes, c'est les personnes racisées, c'est les personnes LGBTQIA+. Juste la discrimination sociale qui s'applique dans toute la société se touche aussi à ce genre de personnages, donc actuellement on a un effort à toute échelle, au niveau de l'histoire du média, au niveau des postes, et aussi au niveau de l'impact culturel, de rendre leur place à toutes les artistes et toutes les personnalités qui ont fait avancer l'industrie, quoi. De dire que il y avait des pionnières, le cinéma n'est pas qu'une affaire d'Europe, des États-Unis et de Japon, mais aussi d'autres endroits. Finalement, pour finir cette histoire... Ah non, je vais faire un tout petit texte sur l'écologie. Il y a aussi des questionnements actuellement sur lesquels je ne suis pas très renseigné, mais sur l'impact écologique de l'industrie. C'est une industrie qui utilise beaucoup d'ordinateurs, qui utilise beaucoup de matériel informatique, qui est coûteux, cher à produire, et qui dégage beaucoup de CO2 par son utilisation, par sa fabrication, notamment les fermes de rendu 3D pour l'industrie 3D. Et donc en ce moment, le milieu est en train de se questionner sur comment on fait pour rendre une industrie, parce que c'est une industrie plus écologique, avec différents types d'initiatives en entreprise, mais aussi, l'écologie est un gros sujet dont on parle beaucoup dans l'industrie, mais aussi qui est représenté dans les films de plein de manières différentes. Pour finir, moi, à mon échelle aussi, j'observe beaucoup maintenant de discours sur le droit du travail et sur le métier, simplement parce qu'il y a des associations de syndicats, des syndicats de travailleuses de l'animation. Il y en a quelques-uns en France, mais il y en a aussi aux États-Unis qui se deviennent de plus en plus importants, et au Japon aussi, je crois que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est des choses qui sont importantes, parce que la culture du travail en animation est très proche de la culture freelance, où en France on est intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on vient faire des heures ou travailler un certain nombre de jours, mais on n'est pas dans des situations stables de CDD longs ou de CDI. Par nature, le travail du cinéma d'animation est assez précaire. Et voilà, donc forcément il y a des questions comme dans tous les corps de métier sur les salaires, les conditions de travail, les possibilités d'accès et de progression dans le métier, et simplement gagner sa vie comme il le faut. Et donc ça se caractérise aussi par des discussions sur la valorisation de certains postes par rapport à d'autres. Je vous en disais, il y a une hiérarchisation des métiers
qui n'est pas vraiment en lien avec le savoir-faire ou la technicité, quoi. Comme le travail de réalisation et d'animation est quelque chose qui est, est quelque chose qui est mis très en avant, c'est forcément des corps de métier qui sont plus représentés et mieux rémunérés, mais il y a beaucoup de corps de métier qui sont très importants et même vitaux à la production d'animation qui sont moins bien valorisés. Finalement, la dernière chose qu'il y a à dire sur le métier, c'est que, en dehors de la sphère professionnelle du cinéma d'animation, il y a un peu une simplification du métier qui est fait par le grand public, qui est que même si on fait partie d'une industrie, on relève quand même d'un métier passion, quelque chose de tout à fait détestable quand vous êtes dans le métier d'entendre ça, et que comme l'idée derrière, c'est comme vous faites un métier passion, vous faites un métier qui vous fait plaisir, et comme vous faites un métier plaisir et que vous n'êtes pas dans la souffrance, vous méritez d'être moins payé. Donc pour simplifier, il y a moins de solidarité pour des questions de droit du travail à l'animation dans d'autres domaines, parce qu'on considère que la pénibilité dans les métiers du cinéma d'animation est plus faible, et donc c'est un métier qui est moins prioritaire par rapport à d'autres. Généralement, quand des questions de syndicats et de droit du travail de ce domaine arrivent dans le grand public, on peut souvent entendre les artistes, ils nous font chier, quoi. Eh bien, c'est la fin de mon dossier. Je suis arrivé au bout. Désolé, c'était très long, comme d'habitude. J'ai atteint les 3 heures, je voulais pas. Mais bon, j'espère que c'est instructif. Le bilan de tout ça, c'est que, voilà, on est dans un média extrêmement... avec des questionnements et des problématiques extrêmement divers, avec beaucoup d'opinions. Moi, j'ai transmis des opinions, mais j'ai aussi donné mes opinions. Je suis sûr que vous avez plein d'avis intéressants que je suis prêt à écouter maintenant pour les personnes qui ont eu le courage de rester les 3 heures. Je voulais essayer de faire un dossier un peu généraliste pour que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont en études, qui passent ici, ou des personnes qui commencent dans le milieu du travail. Donc si toutes ces questions, elles peuvent être au moins connues par ces personnes pour en discuter à l'école, en discuter au taf ou en discuter sur internet, je voulais au moins citer tout ça, qui sont les axes principaux que moi j'ai réussi à un peu délimiter. L'animation, le cinéma d'animation est un domaine qui a énormément de potentiel en fait. C'est même un peu triste que il soit tant délimité par des manières de faire et des normes qui, quand même datent du siècle dernier, quoi. On continue à avoir cet idéal artistique, mais aussi cet idéal industriel qui a été posé très tôt. Dès les années 20-30, on a donné des délimitations au cinéma d'animation, qui est qu'un film, ça doit être comme ça, les sujets, c'est ça, et on ne peut parler qu'aux enfants. Et heureusement, commence à y avoir beaucoup de discours et plus de voix qui commencent à être attendues pour permettre d'en faire un art plus riche, plus divers, plus inclusif. C'était un peu la crash course TED Talk, pas du tout court, sur les problématiques du cinéma d'animation. Ceci est une base, j'aimerais bien à l'avenir pouvoir renvoyer des gens sur cette chronique. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Gros bisous à vous, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.